Eugène était un peu fatigué par ses pérégrinations. Il était également déçu, ne voyant pas comment il allait pouvoir trouver un moyen de locomotion pour son objectif final. Il décida de retourner vers la gare, pensant que l'activité du milieu de la matinée y serait supérieure à celle de 8 heures. Mais lorsqu'il franchit la rivière de la ville, il vit sur la berge une petite zone verte ombragée par un arbre qui inspirait le repos. Il descendit s'y asseoir, puis s'y allongea, la tête sur son petit sac. Quelques minutes plus tard, il s'endormait pour un petit somme. Dans l'avenue qui l'amenait à la gare, Eugène constata que les piétons s'y promenaient sans se presser. C'était sans doute le moment de détente que leur autorisait l'attestation réglementaire de confinement, à condition qu'ils ne se regroupent pas avec les autres et que leur promenade ne les éloigne pas de plus de 1 kilomètre de leur logement. Plus on approchait de la gare, plus les promeneurs étaient nombreux, arrivant notamment par les rues débouchant dans l'avenue. L'ambiance n'était guère joyeuse, car toutes les boutiques et commerces étaient fermés. Eugène était quelque peu intrigué par les sortes de mâts télescopiques que certains des promeneurs utilisaient comme des bâtons de marcheurs. À leur sommet était fixée une sorte de bannière de couleurs variables enroulée autour du mât. Au début, ils n'étaient que 2, mais 2 autres arrivèrent par les rues voisines. Et lorsque Eugène eut l'idée de se retourner, il en vit 3 qui les suivaient. Il remarqua qu'ils ne cherchaient nullement à se regrouper et semblaient même s'ignorer complètement. C'étaient en quelque sorte des pèlerins. Mais lorsqu'il arriva sur la place de la gare, Eugène fut stupéfait par l'affluence. Alors qu'il n'y avait là que quelques promeneurs 1 heure plus tôt, ils étaient plusieurs dizaines désormais, la plupart des pèlerins. Ce n'étaient pas des attroupements, même les duos étaient rares. Eugène se promena un moment parmi tous ces gens. Le silence était impressionnant. Tout juste voyait-on quelques duos en conversation. Les pèlerins représentaient plus de la moitié de cette affluence. Ils étaient plutôt jeunes, de 20 à 30 ans, mais certains avaient la quarantaine ou plus. Il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. Il y avait également des policiers, en plein désarroi. Pas une distance douteuse, pas un attroupement de plus de 2, et un nombre décourageant d'attestations en bonne et due forme. Mais ce qui frappa Eugène, c'était l'humeur de ce rassemblement dans la dispersion. Tous ces gens, surtout les pèlerins, avaient le bonheur sur leur visage, ce qui ne manquait pas de surprendre par les temps du moment. Beaucoup souriaient à Eugène ou lui disaient bonjour joyeusement. Et cette attitude contaminait tous les autres. Eugène était curieux de comprendre ce qui se passait. Il aborda un pèlerin qui était à peu près de son âge. « Excusez-moi, bonjour. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe avec cet étrange rassemblement ?»« Ah, malheureusement non, car les participants actifs de cet étrange rassemblement, comme vous dites très justement, ont reçu la consigne absolue de ne monter leurs mâts et déployer leurs bannières qu'à 10 heures précises. Mais vous n'allez pas attendre longtemps, 5 minutes tout au plus. » Ainsi, tous ces gens qui ne sont pas des pèlerins actifs sont également au courant qu'il va se passer quelque chose à 10 heures. Qui a organisé tout ça ? Mais justement, pour maintenir un secret total, l'organisateur est resté dans l'ombre, aussi mystérieux que dynamique. Il a bel et bien monté cette affaire avec rigueur et efficacité, sans jamais apparaître. Eugène le remercia, ajoutant « Bravo, bonne chance et à plus tard ». Il repartit dans sa pérégrination. L'affluence augmentait rapidement. Il était clair que le grand espace de la gare allait être rapidement noir de monde, en dépit d'une grande discipline de distanciation chez les participants. Eugène circulait aisément à travers cette disparate et mystérieuse assemblée. Et tout à coup, il aperçut Béatrice. Il se hâta naturellement de la rejoindre. « Rebonjour, Béatrice », lui dit-il en arrivant derrière elle. Elle se retourna et lui dit « Rebonjour. Je me suis douté que vous étiez au courant de cet événement, et je suppose que vous avez deviné que j'en étais. » « Alors là, pas du tout.
Je n'étais au courant de rien du tout et je n'ai rien deviné. Où avez-vous mis votre bébé ? Mais je n'ai pas de bébé, je suis plus ou moins baby-sitter pour des gens très occupés qui sont absents en ce moment pour une raison d'urgence et qui me payent pour cela. Incroyable, vous vous êtes bien moqué de moi. Certainement pas. Ma seule préoccupation était de sortir rapidement le bébé, de rentrer le baigner, lui donner à manger et le coucher pour être prête pour 10 heures. Ah bon, et je suppose que vous n'êtes pas marié. Non, en ce moment je ne suis pas marié. Je vous l'ai dit pour me débarrasser de vous. Mais je vais vous avouer franchement, quand j'ai vu votre peine, après que je vous ai dit mon prénom, j'ai tout compris. Vous vous êtes éloigné si vite. J'aurais voulu vous rattraper. Au fait, quel est votre prénom ? Eugène. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous mentir. Vous êtes un idiot. C'est une excellente idée comme prénom. Mais je dois retrouver une amie qui représente une ONG. On se retrouve un peu plus tard. À bientôt. Et elle disparut dans la foule. L'excitation commençait à agiter l'assemblée et surtout les pèlerins qui déployaient mâts et bannières. En quelques secondes, la place devint comme une grande couverture bigarrée recouvrant les participants. Eugène passa un long moment à regarder et lire les bannières. On y trouvait toutes les misères du monde, avec un mot commun à toutes, solidarité. Les misères physiques dominaient avec les handicapés moteurs et les handicapés mentaux, les gens atteints des maladies de Parkinson et de Alzheimer, les aveugles, les sourds et les muets, et les enfants autistes. Il y avait aussi les femmes battues, les mères célibataires, les homosexuels et homosexuelles, les enfants maltraités, et d'autres malades sociaux encore, les réfugiés, les chômeurs longue durée, les noirs, les sans-abri, les pauvres, et encore beaucoup d'autres. Tous les pèlerins connaissaient à l'évidence le trajet que devait parcourir le cortège, partant de la gare et y revenant au terme d'un itinéraire circulaire dans le centre-ville, d'une longueur d'environ 1 kilomètre. Mais ce cortège était en fait organisé en une simple file de pèlerins qui devaient rester à environ 10 mètres les uns des autres. Comme ils étaient au nombre d'une centaine environ, le cortège se bouclait naturellement et pouvait poursuivre pour un nouveau tour. Compte tenu de la lenteur de leur marche, la manifestation durerait environ 2 heures. C'est ce qu'expliqua à Eugène un pèlerin qui attendait patiemment le départ. Sans doute la préfecture avait-elle été surprise par l'ampleur de l'événement, d'autant plus qu'elle n'en était pas au courant, car elle envoya tardivement un renfort de policiers. Quand ils arrivèrent, tout le cortège s'était déjà ébranlé, s'étendant sur le centre-ville. Ils ne savaient que faire, car la manifestation n'avait aucun leader à sa tête. Il ne leur restait qu'à contrôler les pèlerins un par un, en exigeant des papiers d'identité et de lieu d'habitation et leur attestation de déplacement. Or, tous les pèlerins avaient visiblement les papiers en règle, y compris l'attestation, qui précisait qu'ils faisaient un petit tour de promenade en ville, comme ils en avaient le droit. Désemparés, les policiers s'en prenaient à eux, parce qu'ils se déplaçaient tous avec un mât de propagande. Mais tous les passants s'étaient évidemment pris de grandes sympathies pour les pèlerins et leur cause, et à presque toutes les fenêtres des immeubles, des spectateurs enthousiastes les encourageaient et huaient les policiers. Certains descendaient même dans la rue pour manifester de plus près leur colère. La situation devenait tumultueuse. Les passants les plus belliqueux en poussaient d'autres sur les policiers pour les empêcher de verbaliser.